J'appelle Monsieur Cochet, vous êtes au sein du groupe Alstom, président d'Alstom Thermal Power, donc vous vous occupez de toutes les activités de génération d'électricité, gaz, vapeur, nucléaire. À vous la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais essayer de faire court pour rester dans le temps. C'est tellement rapide que les slides avancent sans moi maintenant. Donc j'avoue que voilà, j'ai essayé de revenir là où on était. Très très rapidement, Alstom a une activité qui est très simple, c'est 3 piliers, l'énergie, le transport et les réseaux de transmission avec Alstom Grid. La partie énergie représentant à peu près 50% de notre activité globale. C'est à peu près 20 milliards de chiffre d'affaires et un peu plus de 90 000 personnes à travers le monde. On a une base industrielle, et c'est important pour moi d'être ici aujourd'hui parce qu'on a une base industrielle qui est très ancrée à la fois en Suisse et à la fois en France. Et c'est en refaisant les calculs qu'on s'est aperçu qu'on a pratiquement le même nombre d'employés en France et en Suisse. On a des développements de recherche et de développement, des activités de recherche et développement à la fois en France, à Belfort pour le nucléaire, à Massy pour tout ce qui est vapeur et automatisation des centrales, et l'hydraulique, bien évidemment, à Grenoble, qui est très associé avec le PFL sur beaucoup de projets. Je dirigeais l'hydraulique avant, donc je connais bien ce segment. Et enfin, pour les activités thermiques, et en particulier pour le gaz, nous avons toute notre recherche et développement à Baden et à Beer, qui sont des grosses activités pour nous. Donc comme vous le voyez, nous sommes franco-suisses ou suisse-français, comme vous le voulez. Disons qu'aujourd'hui, on est un peu suisse. J'aimerais, avant de parler du mix énergétique français, je voulais juste vous donner une vue sur l'activité globale du monde de l'énergie. Je vais focaliser sur les fameux 22-23% que représente la consommation d'électricité dans le monde énergétique, que ce soit en Suisse ou en France, mais c'est basiquement, globalement, un peu partout la même chose. Et j'aimerais pouvoir vous donner quelques éléments que peut-être vous n'avez pas tout le temps. D'une part, une première, c'est une photo de ce qui s'est passé entre 2011 et 2012. Il y a une chose pour moi qui est très très surprenante dans un monde où avant 2008, on ne parlait que de réduction des gaz à effet de serre. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'énergie qui s'est le plus développée en nombre de gigawatts, donc installée à l'année, cette année, a été le charbon, avec une augmentation en fait, des installations de quasiment 19%. Ce qui, dans un monde qui est en train d'essayer de lutter contre le réchauffement climatique, peut sans doute poser un problème, et je reviendrai après sur les répartitions par pays. La deuxième énergie qui s'est le plus développée, en fait, qui en pourcentage s'est le plus développée de toutes, c'est le nucléaire, avec 256% d'augmentation des gigawatts commandés cette année par rapport à l'année dernière. Et enfin, la troisième, c'est le photovoltaïque. Toutes les autres énergies, que ce soit l'éolien, le gaz, la vapeur, le charbon, l'huile lourde, toutes les autres énergies ont été en décroissance. Donc dans un monde qui est censé lutter contre les CO2, les émissions de CO2, il est intéressant de voir que la plus grosse énergie qui s'est développée le plus rapidement est le charbon, avec plus de 10 gigawatts en plus par rapport à l'année dernière. La deuxième chose, on ne vit pas dans une bulle. L'Europe ne vit pas dans une bulle, la France ne vit pas dans une bulle, la Suisse ne vit pas dans une bulle. Il est intéressant de voir comment ça se passe à l'extérieur. Aujourd'hui, plus d'un tiers de la capacité installée est installée en Chine. Quand vous regardez la capacité installée en France, aujourd'hui, on est à 123 gigawatts. Si je prends les chiffres de mon prédécesseur, on installe en Chine aujourd'hui 87 gigawatts par an. C'est qu'on réinstalle pratiquement un peu plus de la puissance nucléaire en France par an en Chine.
De même, en Inde, on en installe, comme vous pouvez le voir sur le schéma, qui est la bande marron, une quantité importante. Et je pense que cette quantité de capacité installée en Inde va largement augmenter parce qu'ils ont vraiment besoin d'énergie. En revanche, si vous regardez l'Europe, vous voyez une réduction phénoménale de la capacité des commandes qui sont passées en ce moment pour le futur. Et c'est un sujet qui est un vrai problème. Parce que ce que disait M. Pudgen au début est vraiment tout à fait vrai. Le schéma énergétique que nous aurons dans 20 ans, les décisions sont prises aujourd'hui. Elles ne seront pas prises dans 20 ans. Il faut 3 à 4 ans pour développer un projet. Il faut entre 4 et 7 ans en fonction de l'énergie pour le mettre en place, à part l'éolien. Donc tout ce qu'on veut installer aujourd'hui va prendre 10 ans. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui produisent l'électricité n'ont aucune visibilité. Ils ne savent pas où ils vont. Ils n'ont pas le cadre légal qui leur permette de prendre les bonnes décisions. Et même en Europe, toutes les décisions de chacun des pays qui sont prises totalement indépendamment font qu'ils n'ont aucune visibilité. Le marché est totalement versatile. Juste un petit exemple. L'Allemagne décide de sortir du nucléaire, la Suisse décide de sortir du nucléaire, et l'Allemagne décide de sortir du nucléaire toute seule. Elle ne demande pas à ses partenaires « est-ce que je peux sortir, est-ce que vous seriez d'accord ?» Elle le fait. La Pologne part plein pot sur le charbon. Elle ne se pose pas de la question de savoir si les autres veulent qu'on fasse du charbon ou pas du charbon. Elle part plein pot sur le charbon. Puis elle s'arrête. Elle repart sur le gaz. Puis elle s'arrête. Elle repart sur le charbon. La Turquie, qui est quand même très proche de nous, qui n'est pas dans la communauté européenne, mais qui est très proche de nous, qui était partie à plein sur le gaz et sur l'éolien, a décidé, ah ben non, on va repartir sur le nucléaire, on va utiliser nos ressources de lignite, donc de charbon de faible qualité, pour avoir plus d'indépendance énergétique, et on va réduire le gaz et l'éolien. Donc aujourd'hui, ce cadre partout dans le monde manque, et ce qui rend encore plus le mix énergétique, qui donne vraiment un vrai challenge pour tous les gens qui doivent investir aujourd'hui. Et je peux vous dire que tous les industriels de l'énergie, qu'ils soient français, GDF, EDF, qu'ils soient allemands, E.ON, RWE, qu'ils soient chinois, qu'ils soient turcs, qu'ils soient anglais, se posent la question de ce qu'ils doivent faire. Et c'est d'autant plus embêtant que ça a un réel impact pour le futur, pour notre compétitivité, en particulier en Europe. Regardons un peu ce qui va se passer dans le futur. Donc ça, c'est une estimation. C'est toujours plus facile de prévoir le passé que le futur. Donc, je me mouille un petit peu, je vais vous dire, voilà ce que je pense qui va se passer. On a beaucoup d'équipes qui travaillent dessus, on travaille avec l'IAE, on travaille avec beaucoup de gens pour essayer de trouver ce qui se passe. Mais quand vous regardez, encore une fois, continue de se développer à une vitesse extrêmement rapide. Vous voyez que le Middle East va passer beaucoup sur le gaz, et c'est important, ça a un impact. Vous voyez que les États-Unis ont banni totalement de leur cartographie tout ce qui est relatif au charbon. Ils ne développeront plus que du nucléaire, de l'éolien et du gaz, pour faire relativement simple, et un petit peu d'hydraulique. De même pour l'Amérique latine. Et vous voyez, encore une fois, la Chine, qui représente un peu plus de 35% des capacités installées, qui continue de se développer gaiement dans le charbon. Encore une fois, pour les évolutions des effets du gaz à effet de serre, c'est un réel problème. Un autre point qui est important et que je voudrais, encore une fois, noter, c'est les évolutions et les fondamentaux du marché de l'électricité. Il y a bien évidemment l'évolution du PIB. En Europe, aujourd'hui, on n'est pas revenu au niveau de consommation d'électricité que l'on avait avant 2008. Et il se peut que grâce à l'efficacité énergétique, on n'y revienne jamais d'ailleurs, qui pose aussi un problème. Mais d'autres qui se passent de l'autre côté des océans ont un impact fondamental sur ce qui se passe chez nous.
en particulier la divergence sur le prix du gaz et l'avènement du gaz de schiste. Quand vous regardez cette courbe, c'est quand même il est assez flagrant de voir que la compétitivité des États-Unis va évoluer de façon drastique dans les années qui viennent, et je suis d'accord avec vous, si vous avez des dollars, gardez-les. Mais ça a un autre impact. C'est parce que le shale gas et parce que toute l'industrie de production d'électricité des États-Unis, qui le fait comme les Américains le font toujours, a shifté de 180% du charbon sur le gaz, l'industrie du charbon des États-Unis, qui est fortement subventionnée, déverse tout son charbon sur l'Europe, ou une grosse partie. Ce que les Allemands sont ravis de voir, puisque de toute façon, comme ils sortent du nucléaire, il va falloir qu'ils fassent tourner leur centrale à charbon, avec un prix beaucoup plus faible. Au même moment, le coût du CO2 s'est écroulé, divisé par 10. 30 € la tonne à 3 € la tonne. Who cares? Pourquoi ne pas produire? Tous les fondamentaux auxquels on avait cru avant 2008, tous ont disparu. Tous. Donc il y a un réel besoin de ramener au niveau mondial et au niveau européen un cadre qui permette de redresser la barre. Parce que très honnêtement, ces aspects-là sont un réel problème. Le quatrième point, qui est quand même une conséquence de ça, c'est que les États-Unis nous regardent maintenant en disant bah, « écoutez, nous, on réduit nos émissions de CO2. Où en êtes-vous » Vous voyez que l'Europe est à moins 370, mais quand même, les émissions de CO2 de l'Allemagne l'année dernière ont augmenté de 1,6%. Ça a quand même été l'année où l'Allemagne a consommé, depuis la création des centrales électriques, le plus de charbon, c'est-à-dire depuis le début du siècle. Donc encore une fois, d'un point de vue politique, il faut qu'on trouve un certain nombre d'éléments qui fassent qu'on vienne régler ce problème-là. Autre point qui est important et qui est l'avènement des énergies nouvelles, des renouvelables. Donc ne vous prenez pas sur mon discours, je suis un fan des énergies renouvelables. J'ai dirigé les énergies renouvelables d'Alstom pendant longtemps. J'y crois énormément. En revanche, si le cadre qui permet de les gérer n'est pas là, ce sera un énorme fiasco. Ça sera un énorme fiasco pour deux raisons. D'une part, ça sera un fiasco économique pour l'Europe, parce que notre coût de l'électricité pour l'industrie va augmenter de façon, et c'est déjà fait. Si vous prenez le différentiel de l'augmentation du coût de l'électricité pour l'industrie qui a baissé aux États-Unis et qui est parti en flèche en Europe et qui est suivi maintenant par les Japonais, je veux dire, ça va avoir un impact sur notre industrie qui est majeur. Le deuxième aspect, c'est que ça crée un environnement totalement instable pour les producteurs d'électricité en Europe. J'étais avec un des PDG des grands groupes allemands, que je ne citerai pas, mais qui m'a dit, c'est très simple, le business model auquel je croyais depuis 20 ans a disparu et j'en ai toujours pas un nouveau. Il y a un réel problème d'encadrement de l'énergie en Europe, et malheureusement, cet encadrement de l'énergie en Europe est aussi important parce qu'il y a aussi des évolutions des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et que si on ne le règle pas, on court à la catastrophe. Si je veux faire la synthèse de cette première partie, je dirais un marché totalement versatile, les fondamentaux qui sont l'efficacité énergétique, qui sont l'indépendance énergétique des pays, qui sont le coût de l'électricité et les émissions des gaz à effet de serre, sont extrêmement difficiles à faire coïncider et qu'on ne pourra le faire que de point de vue global et sûrement pas d'un point de vue local, parce qu'il y a trop, maintenant dans ce monde totalement globalisé, il y a trop d'interdépendance, que ce soit au niveau des énergies, des industries. Et ensuite, notre activité en tant que fournisseur à des producteurs d'énergie est de plus en plus difficile parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Dans ce monde-là, Alstom a une position un petit peu différente de tout le monde, c'est qu'on a un portefeuille de
produit qui couvre toutes les énergies. Donc, quelle que soit la décision qui soit faite au niveau d'un pays, au niveau d'un de nos clients, on est capable de lui proposer une solution. Donc, c'est encore un positionnement qui est difficile de temps en temps en termes de recherche et développement, mais qui est aussi important. Et comme vous pouvez le voir, dans notre portefeuille, nous avons à peu près toutes les énergies. Le nucléaire, c'est simplement la partie, ce n'est pas le réacteur, mais c'est simplement l'îlot nucléaire, donc qui va derrière le réacteur, les turbines à vapeur, mais aussi le gaz. Encore une fois, je voudrais revenir sur l'aspect gaz. Aujourd'hui, le gaz est sans doute des énergies thermiques, l'énergie qui produit le moins de CO2, c'est pas sans doute, c'est, et c'est celle qui est arrêtée en ce moment par tous les industriels en Europe. En Espagne, en Italie, en Allemagne, en France. GDF et E.ON ont arrêté plus en gigawatts installés de centrales au gaz, en pourcentage, que de centrales nucléaires. Très simplement. Et ça, ce sont des chiffres que personne ne porte, n'appelle. Un autre point, et qui était dans mon prédécesseur a évoqué, et malheureusement n'avait plus le temps de le faire, et je vais bientôt plus avoir de temps non plus, il y a un point qu'il faut garder en tête, c'est qu'on vit avec nos centrales pendant 50 ans. Si vous installez une centrale aujourd'hui, vous la gardez pendant 50 ans. C'est à peu près l'âge de vie moyen d'une centrale. Ce qui fait que toutes les années glorieuses où on a installé toutes ces centrales, en 70, en 80, en 90, on va encore vivre avec pendant 30 à 40 ans. Donc le problème du CO2, il n'est pas uniquement sur ce que vous installez aujourd'hui et sur les subsides que l'on donne pour installer du renouvelable. C'est aussi qu'il faut s'occuper de la base installée, parce que cette base installée, elle a une caractéristique. Elle est, pour celle qui a été installée entre 70 et 90, c'est le nucléaire, mais l'autre partie, c'est le charbon. Et si on n'adresse pas les émissions du charbon, et si on n'adresse pas le problème de la capture du CO2 sur cette base installée, on n'arrivera jamais à résoudre le problème du CO2. Et si vous regardez les chiffres de l'IAE que vous nous avez montrés précédemment, 19% des réductions du CO2 dans les années à venir pour atteindre les objectifs proviennent de la capture de carbone. Il n'y a aujourd'hui absolument aucun mécanisme de tarif qui permette de le faire. Aucun. En passant sur ce qu'on peut faire peut-être pour sortir un peu de ça, je crois que les efforts de R&D sont nécessaires. Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre présentation. Je pense qu'on a beaucoup à faire. On le fait beaucoup au niveau de la Suisse et au niveau avec les universités françaises, mais je crois qu'il est important et qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels il faut vraiment travailler. Il y a d'une part le stockage d'énergie, qui est un réel sujet avec l'avènement du renouvelable. Il y a la capture du carbone et son utilisation, qui est aussi très importante. Parce que c'est un des sujets, et encore une fois je vous rappelle, l'IAE a dit 19% des réductions d'émissions de carbone viendront de la capture de carbone. Voilà, en conclusion, un marché versatile, nos clients qui ne savent pas, un manque de régulation, des stratégies de tous les pays totalement différentes. Donc, dans cet, je dirais, environnement difficile, Alstom a choisi de travailler sur tous les secteurs de l'énergie pour proposer à nos clients toujours la bonne solution, quel que soit le mix qu'il a choisi. Je vous remercie beaucoup.